Bienvenue dans Richissime, le podcast qui parle d'argent et de relations à l'argent de manière simple, décontractée et fun. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à libérer leur relation à l'argent pour accomplir de grandes choses dans leur vie. Ce podcast, c'est tout simplement un kiff personnel que j'ai lancé il y a 2 ans et que vous êtes plus de 50 000 à écouter chaque mois. Je partage tout ce que j'apprends quotidiennement sur l'argent depuis plusieurs années, seule ou au contact de mes invités. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui coince pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer ou encore de vous limiter. Et surtout, je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour des partages, des lives avec des invités, des revues de lecture et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Le sujet d'aujourd'hui devrait faire écho avec bon nombre d'entre vous car il paraîtrait que 9 Français sur 10 ont déjà songé à se reconvertir professionnellement et ce, peu importe le niveau de diplôme. Mais voilà, se réinventer professionnellement, ce n'est pas un long fleuve tranquille et ça soulève bon nombre d'interrogations, de peurs et de blocages, notamment liés à l'argent. Mon invitée du jour en sait quelque chose. Clara Deletraz a elle-même vécu ces questionnements, ce qui lui a donné envie il y a 6 ans de cofonder Switch Collective, une nouvelle façon d'aborder le bilan de compétences et la reconversion professionnelle. Plus de 6000 personnes ont bénéficié d'un accompagnement pour identifier leur prochaine étape de carrière. Dans cet épisode, on parle donc de reconversion, de réinvention professionnelle, de difficultés à savoir ce que l'on veut, des injonctions de la société, de nos croyances limitantes et bien évidemment des peurs financières concernant le changement de parcours professionnel. Je n'en dis pas plus et vous laisse profiter de notre conversation. Bonne écoute. Salut Clara. Salut Delphine. Comment vas-tu ? Ça va. Nous enregistrons de bon matin alors que tu as le Covid, voilà. qu'il est tôt, mais tout va bien. Mais tout va bien, exactement. Surtout qu'on va parler d'un sujet, j'imagine qui te passionne puisque t'as créé une boîte, t'as créé un business tout autour de ça, qui est le sujet de la reconversion professionnelle, de la transformation, et tu utilises ce mot que j'aime bien. À mon avis, on va l'utiliser tout au long de l'épisode, mais faire un switch, faire un changement, une bascule, je sais pas comment tu le traduis. Et donc, comme je te présentais dans l'introduction, tu es cofondatrice ou fondatrice? Cofondatrice de Switch Collective. Donc, ton métier, c'est d'aider les gens à faire leur reconversion. Exactement. En tout cas, à se poser les bonnes questions pour aller vers ceux qui leur correspondent vraiment. Voilà. Et donc, ça passe effectivement parfois par une reconversion. Parfois, pas forcément, mais ça peut passer par une reconversion. Alors, ma curiosité naturelle me porte à te demander, toi, t'as fait une reconversion ou comment ce sujet est arrivé dans ta vie en te disant j'ai envie de faire quelque chose autour de cette thématique? Exactement, c'est vraiment partie de mon histoire personnelle et de nos histoires personnelles avec mon associée Béatrice. En fait, moi j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé à travailler plutôt en grand groupe et je donnais vraiment aucun sens à ce que je faisais. Donc assez vite, j'ai switché vers le secteur public parce que je m'étais dit qu'en travaillant au service de l'intérêt général, je donnerais davantage de sens justement à ce que je faisais. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. J'ai travaillé notamment en cabinet ministériel auprès de Fleur Pellerin où j'avais lancé une initiative qui s'appelait l'initiative French Tech pour booster le développement, enfin l'écosystème entrepreneurial en France. Et puis c'était franchement hyper intéressant et en même temps pour plein de raisons aussi parce que voilà le milieu politique me correspondait pas complètement. J'ai senti qu'il fallait que j'évolue et ça avait été difficile pour moi à l'époque de faire ce constat parce que je me disais mais en fait je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je me sens à ma place nulle part, c'est compliqué, comment est-ce que j'aligne mes envies de sens, mes envies de faire quelque chose au quotidien que j'aime et juste question de curiosité, t'avais quel âge à ce moment-là? Là, j'avais déjà 29 ans, 29. C'est 29 ça, ans. j'en étais sûre, ça m'étonne pas. C'est ça, exactement. Après une ou deux, une expérience professionnelle, c'est ça en général. Je te questionnerai là-dessus, mais il y a un truc autour du cap des 30 ans.
Ah, c'est sûr. J'imagine que ta cible Ouais. principale, on a d'abord le cap des 30 ans et après tu dois avoir aussi des quadras qui sont au cap de Ouais, la c'est ça. quarantaine. Je pense qu'il y a il y a des moments de vie, en fait. Nous, on a beaucoup de gens entre 30 et 40 ans. De plus en plus de gens aussi après 40 ans. Hein. Mais je pense qu'il y a il y a des moments de vie. Le cap des 30 ans, le cap des 40, le premier enfant, ou le Hmm. deuxième enfant. Enfin, des moments comme ça qui font qu'on on sort la tête et puis on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qui suis-je? Qu'est-ce qui est important pour Dans moi? quelle étagère? Voilà, ouais, c'est ça. Donc en tout cas, c'est ce qui s'était passé pour moi, voilà, à l'époque, effectivement, approchant de la trentaine, sans doute que consciemment, ouais, ou inconsciemment, ça commençait à me travailler. Et je te dis, je m'étais sentie très démunie à l'époque parce que je me reconnaissais pas du tout dans les solutions d'accompagnement classiques, de Hmm. type bilan de compétences traditionnelles, même coaching et tout. Je trouvais que c'était un monde soit très ésotérique, soit hyper américain, soit, enfin voilà, je m'y reconnaissais pas. Et étant moi-même passionnée quand même par ces sujets, puis même il y a la psychologie, au développement personnel et tout, je m'étais déjà formée à plusieurs choses. Et donc j'ai continué à le faire et ça m'a donné envie avec Béatrice, donc ça nous a donné envie d'inventer notre propre méthode, en prenant un peu le contre-pied de ce qui se faisait habituellement. Et donc on a créé une méthode un peu innovante qui a la particularité de se faire en collectif, et qui s'incarne dans un programme qui s'appelle Fais le bilan calmement, pour apprendre voilà, à se poser les bonnes questions et puis à aller vers ce qu'on a vraiment envie de faire. Et voilà, et à l'époque, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, on s'est lancé, on a créé ce programme en 2000, du coup début 2016. Et puis au début, voilà, c'était un tout petit truc. Et puis au fur et à mesure, comme les gens à chaque fois vivaient une expérience, nous disait-il, assez exceptionnelle et transformante, du coup. Et ben du coup, ils en ont parlé autour d'eux, de plus en plus, et puis au fur et à mesure, on a eu de plus en plus de monde, et donc là, ça fait voilà, depuis 2016, on a à peu près 6000 personnes qui sont passées par le programme, et voilà comment ça s'est fait, en gros. Mais c'est clairement parti de mes questionnements à moi et de mon expérience à moi. C'est un programme en ligne ou en présentiel? Alors c'est un programme qui se fait aujourd'hui totalement à distance, Hmm. originellement qu'on faisait en présentiel, et on avait aussi des versions à distance. Et puis le Covid effectivement étant passé par là, on a dû tout passer en distanciel, et on a décidé de rester en full online parce que finalement ça fonctionne hyper bien comme ça, et que on a réussi à adapter suffisamment l'expérience pour que les gens vivent une expérience très intense, en rencontre, justement en transformation. Et donc, ouais, aujourd'hui, on est 100% en ligne. Ça dure 15 semaines. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que toi, vous avez observé quelque chose autour du Covid? Est-ce qu'il y a eu une vague de gens qui se sont posé la question de se reconvertir? Est-ce que oui, mais en fait, c'était déjà une tendance de fond, donc il y a un mélange de tendance de fond et d'accélération. Comment toi, t'as vécu ça? Alors, c'était clairement déjà une grosse tendance de fond. Ensuite, le Covid a vraiment créé un mouvement d'accélération de ça. C'est-à-dire que je pense que ça a quand même été un gros wake-up call pour plein de gens qui se sont dit, mais attends, en fait, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Là, il y a quand même plein de trucs qui sont en train de se passer dans le monde. Comment je contribue à ça? Quelle est ma place là-dedans? Les gens aussi qui se sont retrouvés à quitter parfois les grandes villes ou à quitter Hmm. Paris, à être plus chez eux. Enfin, en fait, ça a rebattu beaucoup de cartes, et donc les gens, on l'a senti. Nous, on a eu quasiment le nombre de participants qui a doublé, hein, cette année-là, à tel point qu'on n'arrivait même pas à répondre à la À la demande, demande. Hmm. ouais, en 2020. Ouais, donc ça a été vraiment un gros mouvement d'accélération. D'ailleurs, après, c'est étonnant de voir que en ce moment, euh, 2 ans après, les questionnements sont toujours là. Enfin, nous, on a toujours autant de monde et tout, mais
on sent même dans le mood, dans l'humeur que bon, au bout de 2 ans, les gens sont quand même un peu fatigués. Il y a un peu un truc de lassitude quand même par rapport à tout ça, et ça rend plus difficile la capacité à se projeter. Donc voilà, donc il y a eu cette espèce de mouvement d'accélération, et puis maintenant le besoin est toujours là, et en même temps on sent que ça dure tout ça, et que du coup bon bah ça pèse un peu sur les projections qu'on arrive à se faire ou pas, quoi. C'est quoi ce fameux besoin dont tu parles? Pourquoi les gens viennent, en fait? Moi, j'ai une intuition, mais forcément, toi, tu as un panel plus large de gens qui veulent changer de vie. Alors oui, in fine, j'imagine que c'est une quête de plus de sens et plus d'épanouissement, mais tu sais, entre guillemets, c'est quoi les motifs de consultation? Les motifs de... Bah, alors, en premier lieu, c'est quand même vraiment ce que tu as évoqué, hein, quand on leur pose la question. Le sujet qui revient le plus, c'est le sujet effectivement du sens, de l'utilité. J'ai l'impression qu'en fait, je passe un bon pourcentage de mon temps, de ma vie, de mon temps qui est quand même finalement la ressource la plus précieuse que j'ai, hein, qui est non renouvelable, à faire un truc auquel je donne pas de sens, ou dans lequel je me sens pas du tout utile. Ça, c'est quand même le sujet qui revient le plus. Après, ça peut être tout simplement, et ça peut être cumulatif, hein, mais je m'ennuie, je me sens pas stimulée, voire carrément, je me sens pas bien parce que je suis dans un environnement de travail qui me correspond pas, à cause de mon management, à cause de mes collègues, à cause de mon rythme de travail, de mon lieu de vie. Voilà, donc ça peut être aussi une question de conditions de travail, d'environnement de travail. Et puis, bon, c'est quand même les raisons, ça c'est quand même les raisons principales, hein, pour lesquelles les gens viennent voir. Après, on a aussi des gens juste qui parfois se disent bon bah voilà, c'est le moment pour moi d'envisager la suite. Je suis pas forcément mal dans ce que je fais, mais je sens que j'ai besoin de faire un peu le point là, et j'ai du mal à le faire tout seul. Dès que j'essaie de me poser, j'ai jamais le temps, et donc voilà, je vais me faire accompagner. Donc c'est pour toutes ces raisons-là. Oui, parce que ça, c'est une vraie problématique de... j'imagine que... Parce qu'on va venir au sujet de l'argent, parce que la raison pour laquelle on en a discuté, nous, avant, en préparant cet épisode, il y a les craintes financières sont les premières craintes qui t'empêchent à passer à l'action. Mais avant ça, il y a quand même mais ok, si je fais pas ce que je suis en train de faire là, qu'est-ce que je fais, quoi? Pour moi, c'est quand même, et je rencontre ça aussi avec beaucoup de gens qui m'écrivent, que j'accompagne, etc. Mais même auprès d'amis, hein, tout simplement. Moi-même, j'ai vécu ça à des moments, c'est-à-dire, ok, tu sais que c'est pas oufissime, c'est pas le job de tes rêves, ou peut-être tu travailles trop, ou peut-être tu t'aspires à un petit peu plus d'équilibre, ou t'aspires, tu sais, il y a ce petit truc à l'intérieur de toi qui te dit oh, j'aimerais bien me réinventer, j'aimerais bien faire partie de ces gens qui font des choses complètement différentes, etc. Donc, t'as ce petit truc dans un coin de ta tête, mais il y a cette question lancinante qui revient, c'est mais pourquoi faire? Quel autre employeur, Exactement, quel autre métier, si je veux aller à l'autre bout de la France déménager, ok, mais qui est là dans mon secteur d'activité, etc., etc. Pour moi, est-ce que c'est le premier frein? Est-ce que je... Ouais, le premier frein, c'est vraiment celui-là. C'est effectivement, ok, je sens que ça va pas, là, que j'ai envie de bouger, j'ai envie de changement, j'ai envie de switcher, mais je sais pas par quel bout le prendre, je sais pas par où commencer, et surtout, je sais pas ce que j'ai envie de faire, ce que ça pourrait être cette nouvelle voie. Et ça, c'est vraiment le premier frein. Après, effectivement, il y a ce qui vient en général derrière, c'est et puis en plus, j'ai pas les moyens financiers, j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment parce qu'en fait, je suis soit trop jeune, soit trop vieux, soit je viens d'avoir un enfant, ou j'ai envie d'en avoir un. Voilà, exactement. Puis il faut que j'achète. Je viens de me séparer. Voilà. Donc et puis après il y a et puis est-ce que j'en suis capable, parce que finalement voilà, bon bah là ça c'est ce que je sais faire aujourd'hui, mais est-ce que je suis pas si bien là où je suis. Voilà, c'est ça. Et puis est-ce que je serais légitime, et puis
Donc c'est ce mélange voilà de toutes ces questions qui nous traversent tous hein, quand on est un peu à l'aube d'un changement et c'est tous ces freins quoi, toutes ces croyances qui viennent un peu nous empoisonner. Mais c'est drôle parce que je lisais quelque chose, je crois que c'est sur le blog justement de... Non, c'est un article que tu as dû écrire pour Start les Échos. Ouais. Et tu disais effectivement... ou sur LinkedIn, pardon, je me mélange tout, c'est pas grave, j'ai lu plein de choses sur toi. Et il y a ce truc de... les gens ont toujours l'impression d'être dans la pire des situations pour faire leur switch. Ouais. C'est marrant ce truc de... Effectivement, on n'a pas d'appréciation objective de la situation dans laquelle on est et on a toujours l'impression que on est dans le moment le plus défavorable. Tu vois, c'est exactement ça. Comment t'expliques ça? Les gens se mettent dans un... En fait, je veux y aller mais je veux pas vraiment. C'est quoi? C'est des excuses qui arrivent à ce moment-là? Bah c'est des croyances, c'est une représentation, on voit évidemment on se laisse envahir par ces peurs qui colorent la manière dont on perçoit les choses. Et donc à partir de là, on a toujours tendance effectivement à s'imaginer que ailleurs c'est pire ou c'est mieux et que pour nous c'est plus compliqué que souvent ailleurs c'est mieux. Ouais, exactement. Pour les autres c'est mieux mais pour nous ça va être difficile. Ouais, c'est ça. Et en même temps, c'est normal d'avoir peur. Et c'est, je veux dire, la peur est aussi, faut pas la balayer complètement, hein, parce que nous, parfois, on en voit hein, quelques kamikazes qui se lancent comme ça, la fleur au fusil, sans avoir du tout préparé les choses et tout. Bon, ça se passe pas forcément bien non plus. Donc, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir tous ces freins-là. Le sujet, c'est comment on se laisse pas complètement envahir par ça, comment on se laisse pas bouffer, comment on fait le tri entre les vrais sujets qu'il faut adresser et puis ce qui est vraiment de l'ordre de la croyance, de la croyance limitante, de la croyance qui pour le coup peut être travaillée, un peu renversée. Finalement, est-ce que tu as des stats sur le nombre de gens qui font ce parcours avec vous? Alors, c'est représentatif, oui et non, mais en tout cas, ça peut nous donner quand même une indication de l'ampleur. Mais donc, de gens qui entament les parcours, enfin, qui font les parcours avec vous, et puis qui finalement, combien vont switcher et combien vont faire des changements assez exotiques, assez radicaux, combien vont faire des ajustements plutôt, tu vois, et combien vont finalement pas faire grand-chose. Alors, comme je te disais tout à l'heure, pour que vous ayez une idée aussi quand même de l'échantillon dont on se parle, hein, nous, on a accompagné à peu près 6000 personnes dans ce programme Fais le bilan calmement, qui se passe à chaque fois en collectif. C'est des promos de 24 personnes qu'on embarque pendant 15 semaines avec un mail, un exercice à faire tous les jours, et puis on se retrouve tous ensemble pour une session collective avec le formateur Switch une fois par semaine. Et donc, on a 6000 personnes qui ont fait ce parcours. En général, pour que vous compreniez aussi un peu d'où ils partent, alors il n'y a pas du tout que des salariés, mais on a quand même 75% de salariés, le reste des indépendants, des entrepreneurs. C'est plutôt des gens qui sont en activité, même si il y a 20% qui sont en transition, en recherche. Un peu plus des femmes. 60%, mais bien sûr des hommes aussi, heureusement. Donc ça, c'est quand ils arrivent dans le programme, les gens ils ressemblent à ça, et par contre ils viennent d'horizons et de métiers extrêmement différents. Ça peut être des ingénieurs, des journalistes, des hôtesses de l'air, des chorégraphes, des assistants de direction, des restaurateurs. Enfin, pour le coup, ça c'est très varié. Quand ils font le programme, donc qui dure 15 semaines, et qu'on leur pose la question, parce qu'on fait des petites études d'impact à peu près tous les 18 mois, sur ce qu'ils deviennent après, on sait qu'ils switchent à 89% dans les 12 à 18 mois.
Voilà. Okay. Donc il y a quand même une grosse majorité. Alors après, le terme qu'on donne, enfin la définition pardon qu'on donne au terme switcher, c'est le fait de se sentir aligné avec ce qu'on fait. Donc ça peut, et je vais y venir, ça peut du coup recouvrir des réalités hyper différentes, parce que ça peut être switcher. Enfin, on était salarié, on devient entrepreneur, freelance, mais ça peut être tout simplement changer de boîte, dans la changer de même métier, entreprise. ou alors voilà, exactement, ou alors on reste dans sa boîte, on change de poste à l'intérieur de son entreprise, voire parfois on ne change pas en fait de travail, on se rend compte que le sujet était ailleurs, parfois c'était revoir le rapport qu'on entretient à son job, réallouer plus de temps à son temps libre, développer un side project qui nous nourrit, et voilà, enfin il y a vraiment plein de manières de faire, et parfois ça ne passe pas forcément par un changement de job, ou pas forcément par une reconversion. Voilà. Ça peut être aussi juste un changement d'environnement professionnel et tout. Donc et alors ça, sur les chiffres qu'on a, c'est jamais évident de suivre ça de manière hyper précise, mais en tout cas on sait qu'on a à peu près 30% des gens après le programme qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui deviennent freelance. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Et en même temps, bon, c'est pas la majorité non plus. C'est-à-dire que t'as quand même 70% des gens qui restent salariés. Donc c'est à la fois énorme, et en même temps, voilà, pas la majorité, parce que parfois les gens se lancent dans le programme en se disant bah oui, mais si j'ai pas envie de devenir entrepreneur, est-ce que c'est fait pour moi et tout. Oui, bien sûr, c'est pas du tout fait que pour les entrepreneurs. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que il y a une espèce d'injonction, tu vois, sociétale, à se dire bah tu vois, le vrai qui réussit, celui qui est sociétalement valorisé, c'est celui qui devient entrepreneur à un moment donné, à tel point que je me suis rendu compte, moi, avec le recul, que la première boîte que j'ai montée à 25 ans, je l'ai vraiment, des fois je le dis comme ça, je l'ai montée par ego. J'étais tellement heureuse de me dire que j'allais pouvoir me coller l'étiquette entrepreneur sur le front, tu vois. Et avec tellement peu de prise sur les réalités à l'époque, j'étais jeune, j'ai fait plein de bêtises, et cette boîte a été au tapis presque aussi vite que... Non, malheureusement pas assez vite, mais en tout cas, elle a pas bien beaucoup décollé. Et je sais que une de mes motivations à l'époque, c'était réellement... j'avais l'impression que l'entrepreneur, c'était vraiment le sommet de la pyramide de la société, quoi. Qui gagne ou pas beaucoup d'argent, il y avait cette notion d'effort, j'ai essayé, j'ai tenté, je prends une voie un peu parallèle, originale. Enfin, tu vois, il y avait tout le combo de ce qu'on valorise dans la société, quoi, le mérite, etc. Et puis, à 25 ans, quand je l'ai fait, peu ou pas de chance de me rétamer, parce que je savais que quoi qu'il advienne de cette société, je me recaserais assez facilement. Et au contraire, j'allais même dire qu'il y a une valorisation à planter sa boîte. Donc... Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Nous on le voit, et moi j'étais d'autant plus témoin que ça, que comme dans ma vie précédente, je dis, je travaillais avec Fleur Pellerin à l'époque sur le développement de l'entrepreneuriat en France, avec cette initiative French Tech. Il y avait vraiment, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur cette idée de comment est-ce qu'on donne envie aux gens d'être entrepreneurs à une époque où pour le coup c'était pas tellement valorisé. Alors depuis, la bonne nouvelle, c'est que ça l'a beaucoup été, mais on est presque tombé dans une nouvelle injonction, ouais, enfin, la nouvelle figure du succès aujourd'hui, c'est ça, c'est l'entrepreneur, le start-upper, ou l'artisan. En tout cas, il y a cette notion que le switch est presque devenu un nouveau symbole de réussite, et que si t'as pas switché à 40 ans, t'es un peu un loser. Mais même plus que ça, j'avais fait un épisode sur l'amour, l'argent, notre représentation de vers qui on pouvait, de qui on pouvait tomber amoureux, etc. Et je me rappelle, tu rencontres quelqu'un, tu vas en date, mettons que tu le rencontres dans un bar, tu
tu sais pas ce que la personne fait, etc. Elle te dit, je suis boulanger. Ah, boulanger. Ah, mais j'ai monté ma boulangerie. Ah, il a monté sa boulangerie, tu vois. Genre, c'est pareil, genre, je suis coiffeur, non? Ou j'ai monté mon salon de coiffure. Ah, bah, c'est pas tout à fait pareil, tu vois. Exactement. Il y a quand même même sur des métiers qui sont relativement traditionnels, il y a quand même soit t'es simple boulanger, tu vois, entre guillemets, Tout à fait. soit t'es artisan boulanger, t'as monté ta boulangerie, voire t'as monté ta chaîne de boulangerie, ou j'en sais rien. Donc il y a quand même voilà, j'ai l'impression qu'il y a cette, est-ce que c'est un miroir aux alouettes, je sais pas, mais il y a quand même cet attrait et aussi parce que on sent, voilà, dans la société, c'est valorisé à titre professionnel, mais c'est valorisé, tu vois, même dans les relations amoureuses, dans ses rencontres, etc. Mieux vaut être propriétaire de son salon de coiffure que simple coiffeur, tu vois. La résonance va hyper loin, en fait. Ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que chaque époque a un peu sa grande figure emblématique du succès. Il y a une époque où c'était le politique. Alors aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Mais il y a une époque où c'était le politique. Il y a eu une époque où c'était ceux qui le banquier, cadre dirigeant. Le cadre dirigeant, le banquier, le cadre dirigeant en marketing ou chez L'Oréal ou je sais pas où. Enfin, il y a eu comme ça une succession. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est l'entrepreneur. Le start-upper, c'est Elon Musk, et nous on met en garde chez Switch et dans le programme Fait Bilan, on met en garde contre ça quand même parce que on récupère nous des gens qui se sont lancés parfois un peu trop vite et sans se poser les bonnes questions avant et où justement ça fait des trucs un peu cata. Et puis surtout, on n'est pas tous, on n'est pas forcément tous faits pour ça, même s'il y a plein de choses qui s'apprennent. Mais souvent, les gens ont tendance à oublier que être entrepreneur, c'est avant tout vendre des choses quand même, savoir vendre des choses et aimer faire ça. Et nous, on a aussi pas mal de gens qui fantasment, par exemple, le fait de se reconvertir, notamment dans le secteur du bien-être, de manière très large, sophrologue, naturopathe, coach, prof de yoga, voilà. Et là aussi, c'est super intéressant. Et je veux dire, il y a plein de belles choses à faire là-dedans. Et en même temps, souvent, les gens oublient un peu que qui dit ça dit en général t'es freelance, donc t'es entrepreneur d'une certaine manière. Et donc il y a aussi un sujet de comment tu mènes ta barque entrepreneuriale et que ton métier au jour le jour, c'est pas juste de faire du yoga ou de la naturopathie, c'est aussi de trouver des clients. Et voilà, et ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc là aussi, c'est important d'interroger son fantasme d'entrepreneuriat. Ces fameuses questions que tu amènes les gens à se poser, c'est quoi, par exemple Alors, il y en a énormément dans la mesure où, comme je te disais, en fait, quand tu rejoins le programme, tu fais un exercice tous les jours, plus tous les exercices que tu fais en session collective et tout. Donc, autant te dire que des questions et des exercices, il y en a. Mais là, le profil spécifiquement sur la personne qui se dit ouais, je vais me lancer, je vais devenir indépendant, je vais devenir freelance, etc. En fait, ce qu'on va regarder et l'outil vers lequel on fait converger pendant le programme, c'est un outil qu'on a créé qui s'appelle la boussole, qui est organisé autour de 3 notions: le pourquoi, le quoi et le comment. Et en fait, ce qu'on va regarder pour faire le tri par rapport à une envie, à un fantasme qu'on peut avoir d'entrepreneuriat ou autre d'ailleurs, c'est de repartir de soi en se demandant quel est mon pourquoi. Donc c'est à quoi je donne du sens, qu'est-ce qui me fait me lever le matin, de regarder ensuite son quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime faire au quotidien très concrètement comme tâche, et ce dans quoi je suis bon et ce que j'aime faire, et dernier élément, regarder son comment. Donc là, c'est dans quel environnement de travail, de quoi j'ai besoin, de quelles conditions j'ai besoin pour me sentir, pour donner le meilleur de moi-même, donc quel genre de conditions. Et cet outil-là, il est très puissant parce qu'il permet de faire le tri, justement, de pas mélanger tous les sujets. Tu vois, moi, à l'époque, pour te donner mon exemple personnel, et c'est là où cet outil, je l'avais créé et qui m'avait beaucoup aidé, c'est que j'étais attirée par le monde des psys, du coaching, etc. Et en même temps, je sentais bien que
il y avait un truc où je me disais, mais j'ai pas envie de devenir coach ou psy au sens classique du terme, au sens tu vois, de recevoir des gens dans mon cabinet tous les jours, voilà. Et en fait, c'est là où j'ai compris en me disant, ok, moi, mon pourquoi, ce à quoi je donne du sens, c'est entre autres d'aider, d'accompagner les gens à se révéler, voilà, à pouvoir trouver leur place, etc. Ça, c'est mon pourquoi. Et donc, effectivement, ça peut être le pourquoi d'un psy ou d'un coach. En revanche, au quotidien, je sais que je sais sans doute écouter les gens, j'ai de l'empathie et tout, mais j'ai aussi des compétences de gestion de projet, etc. J'aime mener des projets, faire des choses en collectif, prendre la parole en public. Donc j'ai aussi d'autres cordes à mon arc que ça m'embêterait de pas mobiliser. Et enfin, dans mon comment, être en one-to-one toute la journée, en face à face avec des gens, je sais que ça me correspondrait pas et que moi j'ai besoin de collectif, j'ai besoin de groupe, j'ai besoin d'entraînement de dynamique collective. Et en fait, c'était en faisant cet exercice de tri que je suis arrivée aussi au projet Switch Collective en me disant, ok, je suis peut-être pas obligée d'être psy, je peux peut-être me créer un job qui va me permettre d'aligner toutes ces briques-là. Mais tu vois, si j'avais foncé de manière un peu simpliste en me disant, ok, je suis attirée par ce monde-là, du coup, je vais forcément devenir coach ou psy, je pense que j'aurais été assez malheureuse. Donc, c'est ce genre de questionnement, voilà, pour vraiment faire le tri et essayer d'être un peu plus créatif dans la manière dont on aborde sa vie pro et les métiers même, ou les parcours qu'on peut se créer. Ça me fait penser à Xavier, qui est un de vos... Ouais. Je sais pas quoi, un de vos switchers, ouais, qui avait fait un retour d'expérience, qui était cadre sup, quelque chose comme ça, chez PepsiCo. Ouais. Et puis, 40 ans, perte de sens, il se dit, ok, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais me lancer dans le commerce, je vais faire une formation de boucher. Il fait sa formation de boucher. Il se fait engager en tant que boucher. Alors, finalement, il n'a pas fait l'erreur d'acheter son fonds de commerce. Alors, il avait un truc en vue, visiblement, mais en tout cas, il est passé par la case. Je crois que c'est pendant son stage, d'ailleurs, son stage de validation. Ouais, quelque chose comme ça. Et il dit, en fait, il y avait plusieurs choses. C'était que j'ai aimé apprendre des choses. J'ai aimé apprendre le métier. Ouais. Mais bon Dieu, ce que ce métier était routinier, en fait. Ouais, alors, c'était routinier. Les métiers de commerçant, c'est des horaires fixes. C'est travailler les week-ends. Voilà. Sur son comment, typiquement, ça ne lui convenait pas du tout. C'est ça, c'est travailler le week-end, être en décalage avec sa famille, ses amis, sa vie sociale. Et faire la même chose toute la journée. Voilà. Et sur son quoi, voilà, exactement. Et sur son quoi, il y avait ce côté, en fait, ça se répète. Et puis peut-être sans doute que finalement le lien au client, quand j'en parlais avec lui, il me disait, ouais, en fait, je me suis rendu compte que c'était un métier dans lequel ça prenait trop de place par rapport à ce que moi j'ai envie de faire au quotidien et ce que j'ai envie de mobiliser comme compétences. Donc voilà, in fine, s'il avait fait switch avant de se lancer dans ce projet de boucher, je pense qu'on l'aurait déconstruit. En plus, il aurait, nous, ce qu'on fait faire aux gens, on les oblige en amont à tester. Enfin, on les oblige, ça fait partie de la méthode, quoi, de se dire, ok, j'ai une idée, comment est-ce que je peux trouver un moyen de prototyper les choses de manière à tester de manière très simple, rapide, à bas coût. Sans quitter mon job, sans avoir besoin de faire des formations coûteuses, sans... C'est ça. Et Xavier, en l'occurrence, s'il a fait Switch, il avait fait le bilan avant, je te dis, ce projet-là, il aurait fait 3-4 journées dans une boucherie le week-end, voilà. Et c'est sûr qu'il se serait rendu compte que ça lui conviendrait pas et qu'il se serait pas lancé dans ce truc-là. Bon, c'est pas très grave. Après, là, ça lui a quand même pris 1 an, de l'argent parce que c'était une formation qui était quand même coûteuse. Et puis il a lâché le truc et c'est après qu'il nous a rejoint justement dans Fait le bilan mais voilà, si on peut s'éviter ça, c'est sûr et se poser ces questions-là en amont, d'être capable de définir sa boussole, ce qui est important pour soi, son pourquoi, son quoi, son comment, c'est sûr qu'on s'évite sans doute pas mal de déconvenus, quoi. Est-ce que on a besoin d'avoir un projet complètement ficelé? Tu vois, quel est ton avis là-dessus? Parce que y a les gens qui te disent il faut que tu aies une passion et que tu partes vivre de ta passion. Moi, je vis ça à titre personnel, des gens dans mon entourage qui me disent ouais, mais je sais pas vraiment ce que j'aimerais faire, mais en même temps, j'ai pas le temps en fait. C'est-à-dire que
ils ne prennent pas le temps dans leur quotidien de réfléchir à un projet, ils n'ont pas ce temps-là. Alors moi, j'ai tendance à dire, mais barre-toi, fais une rupture conventionnelle et prends le temps d'y réfléchir. Tu sais, que ce truc de dire, mais moi, je comprends tellement que quand on est dans son quotidien, qu'on a des enfants, qu'on a une carrière prenante, je me dis, mais comment on peut trouver la place? C'est pas juste, ah bah là, je m'assois devant une feuille pendant 1 heure et je vais essayer de faire venir les idées. Les idées, elles viennent pas comme ça, en fait. Non. Donc, ok, il y a la possibilité de faire un programme, mais dans l'absolu, comment est-ce que... je me dis toujours, et j'essaye de dire aux gens, essayez pas d'avoir toutes les réponses avant de vous lancer. Moi, je me suis lancée. Enfin, après, je veux pas calquer mon exemple à moi, mais beaucoup de gens, et notamment dans l'entrepreneuriat, se lancent et ajustent au jour le jour jusqu'à arriver à un truc qui ressemble à leur business. Peut-être que Switch Collective, c'était pas Switch Collective au début, qu'il y a eu un prototype d'autre idée, qui a évolué vers une autre idée, qui a évolué vers une autre idée, et puis aujourd'hui, qui est ça, parce que tu as trouvé le modèle qui marche pour toi et pour les autres. Mais tu vois, des fois, j'ai l'impression que les gens veulent avoir directement le truc packagé, final, et tant qu'ils n'ont pas ce truc-là, ils iront pas. Ouais. Écoute, c'est effectivement souvent comme ça que ça se passe. Et puis en plus, c'est un réflexe très français de se dire, il faut que je réfléchisse très longtemps en amont, que j'ai un truc complètement bien ficelé, après je me lance. Là-dessus, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses où ils font sans doute moins bien que nous, mais les anglo-saxons ont plus un côté test and learn. Je passe à l'action, puis je vois un peu ce que ça donne. Ensuite, j'ajuste, j'itère, voilà. Mais nous, ce qu'on dit là-dessus, c'est clair que si tu commences à attendre, par exemple, d'avoir une passion et de te dire, alors, il faut que j'ai une passion pour quelque chose pour ensuite en faire mon job ou lancer une activité là-dedans ou me reconvertir ou changer de boîte, ça, il y a de fortes chances que ça n'arrive pas, déjà parce qu'il y a 80% des gens qui n'ont pas de passion au sens un peu où on l'entend habituellement, et puis parce qu'en plus derrière les passions, finalement il y a souvent des fantasmes qui sont pas toujours qui peuvent aussi mener dans la mauvaise direction. Donc nous on met beaucoup en garde contre cette notion de passion pour essayer de trouver des bonnes idées. En fait, il y a quand même plein de manières dans son quotidien, déjà là où on est, de commencer à semer des graines, des petites interstices pour essayer d'identifier ce qui pourrait nous convenir par ailleurs. Donc, alors, quand on fait un programme comme Fait le Bilan ou un autre, c'est sûr que ça a l'avantage de pouvoir semer ces graines-là, de pouvoir s'offrir cet espace de réflexion sans dans un premier temps tout quitter. Mais même sans faire ça, ça passe par le fait de commencer à se réserver un peu de temps pour rencontrer des gens et à travers ça du coup s'ouvrir à plein de nouvelles personnes, plein de nouveaux horizons. Ça passe par se remettre à se former à plein de choses de manière informelle, en lisant, en faisant des MOOC, en écoutant des podcasts. Ça passe par le fait de se libérer du temps pour avoir des petits rituels de réflexion sur soi. Il y a plein de petits exercices qui peuvent être intéressants à faire. Moi, je sais qu'avant de me lancer, c'est un exercice tout bête qui m'avait beaucoup aidé. C'est un exercice qui est tiré d'un bouquin de Julia Cameron, c'est l'ex de David Cameron, le cinéaste, qui elle-même est une artiste et qui a écrit un bouquin assez connu qui s'appelle Libérer votre créativité. Et dans ce livre, elle recommande un exercice qui s'appelle les 3 pages du matin. Les 3 pages du matin, c'est un exercice à la fois très simple et très compliqué. C'est tous les matins, ça prend une demi-heure en général. Tous les matins, tu noircis 3 pages d'un cahier, pas une de plus, pas une de moins, avec tout ce qui simplement t'écrit de manière automatique, tout ce qui te passe par la tête, sans chercher à faire de la littérature, à bien écrire ou à voilà, juste ce qui te vient. Le flot de pensée. Voilà, le flot de pensée. Et en fait, c'est tout bête comme exercice, mais c'est un exercice qui, je sais pas, qui met en marche quelque chose dans le cerveau, dans l'imagination, même si c'est pas le but au départ, qui libère aussi beaucoup de pensées un peu parasites. Et ça, par exemple, rien que ça, un petit rituel comme ça, tous les jours, tous les matins. Alors ça prend quand même une demi-heure, l'air de rien, faut libérer ce temps-là. Ça peut être un espace, un truc où on commence à ouvrir des possibilités d'autres choses, et ça peut être ensuite des moments dans lesquels on
commence à réfléchir à la suite et aux envies qu'on a. Voilà, donc ça peut passer au départ par ça, mais après, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on peut aussi d'ailleurs commencer tout en étant dans son job à commencer à semer des graines de type, dans un premier temps, je quitte pas mon job, mais si j'ai une idée de business, on me dit souvent, je sais pas, par exemple, si tu veux, je dis n'importe quoi, hein, lancer ton resto. Peut-être avant de tout lâcher dans ce que tu fais, peut-être que c'est ça la bonne solution, hein, de quitter ton job, de faire une rupture conventionnelle et tout. Mais peut-être qu'avant ça, tu peux commencer à tester les choses en te disant tiens, je vais juste organiser des dîners dans tel lieu récurrent, commencer à voir si ça me plaît. Mais voilà, pas forcément tout d'un coup investir et tout ton temps et tout ton argent dans un projet qui est en construction. Donc c'est lâcher ce fantasme de un jour d'un coup je fais un énorme saut, parce que souvent quand on le voit comme ça, du coup on le fait pas, et plutôt se dire comment est-ce que ce grand saut je le découpe en plein de petits pas. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à se mettre en mouvement. Sinon on le fait jamais, quoi. Y compris financièrement d'ailleurs, parce qu'effectivement il y a ce truc de donc si ma reconversion elle doit forcément être d'une manière ou d'une autre un peu radicale et mobiliser beaucoup de capital, je suis pas en mesure de le faire, et puis en plus il faut que je prenne 30 minutes tous les matins pour écrire mon flot de pensée, et du coup je fais jamais rien. Mais tu sais, ceci dit, j'avais envie de rebondir là-dessus. Tu dis une demi-heure tous les matins, et je sais qu'il y a plein de gens qui vont écouter et qui vont se dire je le ferai jamais, tu vois. Et je sais que quand les gens me disent ça en face de moi ou que j'ai des conversations avec des gens qui me disent ça, je leur dis, c'est pareil, quand je lance un programme, je fais mes programmes en live et que les gens me disent moi je suis pas là ce jour-là, ou le mardi à 18h j'ai gym, j'en sais rien, je suis très bien. Mais si tu t'arrêtes toujours au seuil de c'est pas la bonne heure, ou j'ai pas 30 minutes pendant un mois de ma vie à consacrer tous les matins à ça, ou etc., rien ne peut changer en fait. C'est-à-dire que à un moment, pour créer les conditions du changement, déjà changement de posture, changement de réflexion, changement, si les gens sont dans une dynamique de peut-être se reconvertir, c'est qu'il y a un besoin de changement. Et si on s'arrête à c'est pas la bonne horaire, ça me prend trop de temps, j'ai pas envie de changer ma routine avec les enfants, ça marche bien avec mon mari, avec ma femme, etc., c'est pas la bonne démarche intellectuelle pour créer le changement. Ouais, et c'est que parfois c'est pas le bon moment aussi, hein. Faut aussi accepter ça. Mais en tout cas, face à ça, pour moi, la bonne attitude, il y a deux choses à regarder. C'est je te dis, faire le plus petit possible pour pas pouvoir se cacher derrière le manque de temps. Tu vois, si tu dis, nous les gens qui me disent 30 minutes c'est trop. Ok, alors qu'est-ce qui est possible pour toi? 5 minutes? Non, c'est encore trop. 3 minutes. Ok, 3 minutes par jour. Ça, tu peux pas te cacher. 3 minutes par jour, pour le coup, c'est sûr que tout le monde les a. Si tu le fais pas, là, ça vient toucher à autre chose, et ça vient toucher sans doute plutôt à des freins, à des peurs, à des croyances justement qu'il faut déconstruire. Et souvent, on est pris quand on se retrouve un peu bloqué comme ça, c'est qu'on est pris entre plusieurs feux, entre plusieurs injonctions contradictoires, entre plusieurs personnages intérieurs. Et nous, on a un exercice sur lequel on fait bosser dans le programme, parce qu'on travaille beaucoup cette notion de blocage. C'est l'exercice des mini-moi. C'est-à-dire qu'on apprend à identifier à l'intérieur de soi les différentes personnalités qu'on a, celles qui ont très envie que ça bouge, d'aventure, de faire tel truc, celles qui pour le coup ont peur. Et pourquoi? Et parce que j'ai envie, celle-là elle a envie de sécurité, celle-là elle a envie de je sais pas quoi. Et en fait on apprend du coup à les identifier, puis après à faire une espèce de petit board et à les faire dialoguer entre elles. Mais quand ça bloque, c'est qu'en général, il y a une partie de soi qui est aux manettes et qui bloque tout le reste. Et le sujet, c'est de réussir à identifier cette partie de soi et être capable de la laisser s'exprimer pour la rassurer et pour qu'elle arrête justement de tout bloquer. Parce que dans ces cas-là, c'est sûr qu'on tombe dans le j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens de ça. Ça, c'est vrai en partie, mais jusqu'à un certain point. Donc, faut faire attention à pas se cacher derrière ça trop. Mais d'ailleurs, venons-en aux peurs financières. Donc, tu me disais effectivement, donc
il y a une première démarche, une première réflexion autour de qu'est-ce que j'aimerais faire et comment je fais émerger cette réflexion. Et après, on touche assez rapidement, en général, à toutes les peurs, toutes les craintes liées aux aspects financiers de changer, en fait, de créer les conditions du changement. Peu importe d'ailleurs la nature de ce changement, il y a des changements qui nécessitent plus ou moins d'argent, mais ne serait-ce que quitter son employeur pour aller vers un autre employeur n'est pas un changement qui est évident pour tout le monde, et ça fait aussi émerger un certain nombre de craintes. Est-ce que les gens se sentent ou se penseraient rassurés à partir de quel niveau, à quel montant rassure les gens en termes soit d'épargne ou tu vois et c'est plus facile si t'arrives à l'exprimer en pourcentage, mais c'est quoi, les gens se disent j'ai pas assez de réserves. Alors, ce qui est hyper intéressant là, c'est qu'évidemment, il n'y a pas un chiffre. En réalité, il y a pas un chiffre absolu. Tout est relatif quand on se met à parler montant financier comme ça, et tout est ultra subjectif. Alors évidemment, il y a des effets de seuil. Hein, on sait, de même que quand on dit est-ce que l'argent fait le bonheur, on sait que tu dois les connaître mieux que moi, hein, mais qu'il y a un certain seuil en dessous duquel, quand on est, bah oui, l'argent fait le bonheur, parce que là, ça permet pas du tout de subvenir à ses besoins, et voilà. Mais on sait aussi qu'il y a un seuil au-delà duquel ça sert pas tellement à quelque chose d'être plus riche, parce qu'en fait, avoir plus d'argent n'apporte pas plus de bien-être. Mais moi, j'avais vu une autre étude que j'avais trouvée hyper intéressante. C'était une étude américaine, je sais plus, il faudra que je retrouve les références. Mais en gros, on posait la question aux gens, combien est-ce qu'il vous faudrait pour vous sentir riche. Et moi, j'entends aussi derrière ça la possibilité, du coup, pour vous autoriser peut-être à faire des choses que vous avez l'impression aujourd'hui que vous pouvez pas faire. Pourquoi pas d'ailleurs une reconversion. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que en moyenne, à cette question, quel que soit leur niveau de revenu, qu'il soit moyen, très élevé, voilà, ils répondent toujours 1,5 fois leur revenu initial. Donc, tout ça est ultra donc relatif. s'ils gagnent 2000, voilà, ils répondent 3000. Ils répondent 3000. Ils vont dire, bah voilà, en fait, moi, pour me sentir riche et en tout cas, voilà, être capable de, il faudrait que je gagne 3000. Alors là, peut-être que effectivement, je pourrais... mais du coup, la personne qui gagne 3000, ben elle va dire, bah moi, en fait, il faudrait que ce soit 4005. Voilà. Est-ce que les gens te disent que l'argent est un moteur pour eux? C'est-à-dire qu'ils veulent switcher parce que ils veulent aller chercher un secteur où ça rémunère mieux, ils veulent un employeur qui rémunère mieux, ils veulent devenir indépendants parce qu'ils ont des velléités d'augmenter vraiment leur train de vie, leur niveau de vie. Est-ce que c'est des choses que les gens te disent? Parce que peut-être qu'ils le pensent, peut-être qu'ils te le disent pas. Écoute, alors oui, peut-être qu'ils le pensent, hein, cela dit, mais et peut-être que nous, on a un échantillon qui est pas, bien sûr, chez nous représentatif de toute la population, hein, mais non, on a assez peu de gens pour qui c'est le moteur principal. C'est clairement à la fois un frein parce que c'est un moyen pour voilà pour faire quelque chose, pour faire autre chose, mais c'est rarement le moteur principal. En revanche, voilà, c'est un vrai frein parce que malgré tout, les gens se disent bon bah j'ai envie de plus de sang, j'ai envie de plus de ci, ça. En revanche, bon bah voilà, j'ai un loyer à payer, peut-être que j'ai des enfants, une famille à faire vivre, et donc un certain confort aussi, voilà, que j'ai envie de garder, de conserver. Et donc, bah, comment je compose avec tout ça, quoi. Alors justement, le switch vers quelque chose qui est moins bien rémunéré, il y a beaucoup de gens qui le font. C'est une très bonne question. Accepter consciemment de baisser, de limiter son train de vie de manière temporelle, d'ailleurs, quelques années ou durable. Est-ce que je suis prêt à aller vers... Tu vois, est-ce que la condition de ma reconversion, c'est de gagner au moins la même chose? C'est une très bonne question. Et alors là, je n'ai pas de d'ailleurs, c'est une question intéressante qu'on pose sur notre prochaine étude d'impact. Donc j'ai pas de chiffres. Donc j'ai plus de la donnée quali, quoi, de ce que j'ai pu observer.
Là encore, ça dépend. Il y a évidemment des gens qui se disent bon bah encore une fois, j'ai jamais vu quelqu'un qui me disait je veux gagner plus avec ma reconversion. En tout cas, même dans le temps de la transition, j'ai jamais vu personne. Et heureusement, parce que franchement, se dire à la fois je transitionne et en plus pendant ce temps-là, il faut que je gagne plus encore d'argent qu'avant, c'est chaud. Mais soit voilà, c'est effectivement je veux pas perdre. Mais je trouve quand même que la plupart des gens sont conscients que au moins temporairement, ça peut passer par une diminution des revenus en considérant en fait que c'est de l'investissement et pas le voir juste comme une baisse des revenus, mais comme un investissement sur soi, sur le futur, et sur le fait de pouvoir potentiellement à un moment soit revenir à son niveau de revenus d'avant, soit ça peut faire partie du switch aussi, de se rendre compte qu'on n'a peut-être pas autant besoin d'argent que ce qu'on croyait. Donc ça, c'est un truc qu'on bosse aussi pendant le programme Fait le bilan, ou qu'on fait travailler dans les ateliers qu'on organise, qui sont d'ailleurs accessibles à tous, que vous pouvez trouver sur notre site, mais qu'on fait bosser, on fait bosser ça sur en fait de quoi j'ai vraiment besoin, parce que parfois on a l'impression, voilà, on met pas de chiffres, tout reste très très flou, et on sait plus ce dont on a vraiment envie. Et on voit plus l'argent comme un moyen, mais comme un truc voilà, qu'il faut gagner. Il faudrait absolument que je gagne X par mois, mais en fait, au nom de quoi et au service de quoi? Alors que quand on commençait à se dire, OK, en fait, moi, mon projet, c'est ça. Du coup, pour faire ce projet-là, il faut que je gagne tant. Et donc, pour gagner tant, il faut que je fasse ci, ça, que je diminue ma consommation, que je mette de côté, et là tout devient beaucoup plus simple en mettant des chiffres concrets. Tant qu'on est dans le flou, on est dans le fantasme, on est dans la croyance, on est dans les peurs, et ça marche pas. Est-ce qu'il y a des conditions qui favorisent le switch, un switch réussi, tu vois? Est-ce que tu vas te rendre compte que plus les gens sont, tu vois, est-ce que ça peut être lié au statut, ça peut être lié au niveau de rémunération, homme, femme, qui réussit le mieux son switch? C'est une bonne question. Ou alors c'est celui qui a accordé du temps à, celui qui a bien préparé ça. Tu vois, c'est quoi les conditions d'un bon switch? Alors, les conditions d'un bon switch, c'est clairement en premier lieu quelqu'un qui, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, parce qu'il y a plein de manières de le faire évidemment, mais quelqu'un qui en amont s'est posé les bonnes questions. A été suffisamment connecté à lui-même, à ses besoins, à son projet, à la sincérité de ce projet et tout, pour se poser les bonnes questions. Et l'air de rien, bien le préparer. Voilà, parce que dans la plupart des cas, un switch réussi, c'est un switch qui a été préparé quand même en amont. Donc ça, c'est la première condition de réussite qu'on observe en tout cas. Deuxième condition que je vois souvent, c'est l'entourage aussi, c'est le fait de bien s'entourer en fait. C'est fondamental dans des phases comme ça de questionnement de transition, de bien s'entourer, ou en tout cas d'être entouré de gens qui vont être dans la même dynamique que nous, ou en tout cas qui vont nous inspirer, qui soutiennent la démarche, et paradoxalement, ces soutiens-là, ces liens-là, on les trouve pas toujours dans son entourage proche. Pour plein de raisons, parce qu'en fait, chez les proches, quand on entame des changements, souvent ça leur fait peur, ça génère chez eux des projets. Enfin voilà, ils se mettent à projeter sur eux tout un tas de choses. Parfois, ça les impacte quand c'est le conjoint ou la conjointe. Donc leur relation à votre switch ou à votre est un peu biaisée. Et donc c'est pas toujours les personnes les plus aidantes. Donc c'est dans ces moments-là où c'est hyper important justement d'ouvrir un peu ses horizons et de rencontrer des gens potentiellement un peu nouveaux, ou de se reconnecter à des gens qu'on a peut-être un peu moins l'habitude de voir, mais dont on se dit bah tiens, c'est des gens intéressants, c'est des gens inspirants, ou c'est des gens qui sont la même dynamique.
Ça vraiment l'entourage. Pour moi, enfin, j'observe que c'est critique et que ça permet enfin que ça fait vraiment la différence. Et puis après, il y a un sujet de s'autoriser à. Et c'est là où je trouve que les femmes souvent partent avec un handicap là-dessus, c'est-à-dire que elles s'autorisent moins spontanément pour plein de raisons qu'on connaît aussi, parce que de conditionnement, mais mais en même temps elles se prennent plus en main et elles sont beaucoup plus capables d'identifier leurs peurs, d'y faire face. Là aussi parce qu'on a peut-être été plus conditionnés comme ça, hein, mais voilà, du coup une femme qui fait le programme ou qui se fait accompagner à un moment donné, elle va aussi plus oser se lancer une fois qu'elle a un peu déconstruit ses croyances limitantes. Ce qui est antinomique d'ailleurs, parce que tu dis les femmes s'autorisent moins, et en même temps, majoritairement, les femmes sont encore les revenus secondaires des foyers. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Oui, tout à fait. Donc, voilà, les femmes ont aussi plus souvent la charge de la famille, du foyer, etc. Donc, il y a aussi plus de place pour une femme qui veut faire une reconversion, parce que l'impact sur le foyer et les autres est aussi moins important. Et chez les hommes, à l'inverse, on va peut-être plus avoir cet élan, moins de syndrome de l'imposteur, mais une pression plus grande de la charge, comme disent les Anglais, le breadwinner, quoi, de celui qui rapporte le salaire principal au foyer. Et donc si on ampute le salaire principal parce que chômage, parce que on reprend les études, etc., c'est X années entre guillemets de perte. Et on sait à quel point on n'est pas très très bien outillé intérieurement pour se préparer ou pour faire face au fait de perdre même pendant un temps, et même si on sait que c'est un investissement, comme c'est toujours avec une issue incertaine, il y a ce truc-là. Donc j'ai envie de dire aux femmes presque allez-y, quoi. Mais ouais. On a effectivement là-dessus alors bien sûr on est en généralité, après les cas particuliers, mais pour te donner un petit exemple qui illustre bien ça, je trouve. Donc, on organise régulièrement, dont un qui arrive bientôt, là, le 14 février prochain, mais des ateliers pour apprendre à gérer sa peur financière. Et en fait, dans le dernier qu'on a fait, on fait faire pendant cet atelier plein d'exercices pour justement identifier ses croyances, les dépasser, etc. Et donc, voilà, il y a un moment où on demande aux participants de nous balancer un peu toutes leurs croyances par rapport à ces sujets-là. Et effectivement, il y a une croyance qui revient et qui, chez les hommes, mais qui n'est jamais formulée comme ça, en tout cas par les femmes, c'est cette croyance de « je dois subvenir aux besoins de mon foyer, de ma famille ». Et bizarrement, ou pas, hein, mais jamais on formulé comme ça, ces croyances-là sont posées par les femmes pendant l'atelier. Elles vont formuler les choses différemment, c'est d'autres, mais les hommes formulent le truc comme ça pendant l'atelier. Donc il y a un vrai mais sujet. C'est une vraie. Je vais prendre juste mon entourage en référence, mais je le vois dans mon entourage où il y a une pression de ça repose sur mes épaules. Ouais. Et ça, c'est pas évident à lever. Et c'est là où, concernant les peurs financières, concernant, on va dire, l'impact financier de la reconversion, il y a des choses qui sont factuelles à prendre en compte. Il y a des choses qui sont de l'ordre de, OK, comment j'organise les conditions de mon switch? Qu'est-ce que je m'autorise à avoir comme matelas de sécurité? Combien de temps il va me falloir pour le constituer? Comment est-ce que je me crée des garde-fous? Etc., etc. Est-ce que j'emprunte? Est-ce que j'emprunte pas? Est-ce que je profite de mon statut actuel, justement, par exemple, pour faire des investissements un peu smart tant que j'ai un CDI et après je bouge? Donc, il y a ces trucs-là qui sont relativement factuels, qui sont des questions intéressantes à se poser, qui aussi de l'ordre de, OK, si on baisse de 30, 40, 50% nos revenus, est-ce que le foyer est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord, en tout cas les adultes? Est-ce que on est d'accord pour vendre la maison et redevenir locataire? Est-ce qu'on est d'accord pour changer de région, etc. Donc ça, c'est un réel impact
pour soutenir le projet, on est prêt à faire des ajustements, des changements, etc. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre de « je crois que », et qui a plus ou moins de fondement, et qui est plus ou moins bloquant. Et c'est pas forcément évident, je le vois, de faire le tri entre mes vraies craintes, de « ok, comment est-ce que j'organise les choses pour limiter les risques ?» et la crainte viscérale de mais si ça marche pas, je vais me retrouver à la rue. C'est ça. Je pourrais jamais gagner plus en faisant cette reconversion. Je vais mettre en danger ma famille. Ma femme va me quitter ou mon mec va me quitter. On peut pas gagner les montants que je veux gagner dans ce domaine-là, ou il va falloir que je travaille deux fois plus pour y arriver, ou c'est pas fait pour moi, personne dans ma famille n'a jamais réussi ce genre de choses. Ouais. Et tu sais que, pareil, pour la petite histoire, il y a 60% des Français qui, c'est une étude, je crois, de TNS, Sofres, 60% des Français qui ont peur de se retrouver à la rue. C'est fou, hein, quand ils pensent. Il y a quelque chose de... Donc oui, il y a beaucoup d'irrationnel dans tout ça. Et tout le sujet, c'est d'apprendre à faire le tri entre ce qui relève de... il y a des vraies contraintes matériel à adresser. Enfin, pour le coup, faut pas se raconter d'histoire, hein. Effectivement, faire un switch et tout, oui, il faut le financer, il faut ça. Donc, il y a des vraies contraintes matérielles à faire, parfois des sacrifices ou enfin voilà, en tout cas des changements à opérer au niveau de la gestion financière du foyer. Et se faire le tri entre ça, d'une part, et d'autre part, effectivement, tout ce qui va relever des croyances, des peurs, de l'irrationnel. Mais déjà, une fois que t'as identifié, mis à nu toutes ces croyances et tout, franchement, c'est un soulagement énorme. Et ça, il y a des exercices assez simples, c'est pas simple, hein, mais des exercices à faire pour aller explorer un peu aussi son histoire familiale, les croyances que pouvaient avoir même nos grands-parents, nos parents par rapport à l'argent des deux côtés, l'histoire dans la famille de l'argent qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu, j'en sais rien, des faillites, des cambriolages, des héritages qui se sont mal passés, est-ce que vos grands-parents ou vos parents, quel était à eux leur rapport à l'argent, quelles étaient les petites phrases que vous entendiez pendant votre enfance par rapport à l'argent, qu'est-ce que vous en avez retenu, qu'est-ce qui vous avait marqué, est-ce que vous êtes plutôt du coup en connexion, en attraction avec ça, ou est-ce que vous êtes plutôt en répulsion et en rejet de ce qui vous a été là. Mais ce travail-là, déjà, de le faire, de faire des petits exercices simples comme ça permet de déposer l'irrationnel, pas forcément de s'en libérer parce que ça peut prendre du temps, mais en tout cas de dire ok, en fait c'est ça qui se passe, quoi. C'est ça qui se passe, et voilà, encore une fois, de faire le tri entre les contraintes matérielles et les peurs et les croyances qui sont plus subjectives. Alors, Clara, je vais te poser quelques questions les questions de la fin, entre guillemets. Ouais. Il y a des lectures, il y a des choses que tu conseilles, il y a des choses qui t'ont, toi, particulièrement éveillé à ces sujets-là, qui sont intéressantes pour les gens qui veulent switcher. Voilà. Alors oui, et en tout cas, je pense que un des sujets clés aussi là-dessus, et je le dis vraiment à titre, je partage à titre personnel aussi, parce que moi-même j'ai une histoire, un rapport à l'argent qui franchement a été compliqué pendant longtemps, l'est encore aujourd'hui, mais que j'ai beaucoup travaillé, que je continue à bosser aujourd'hui. Et je sais qu'une des choses qui m'a beaucoup aidée, qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui, c'est d'apprendre, en fait. C'est aussi, et je le dis là notamment pour les femmes, hein, parce qu'il y a aussi souvent l'argent, c'est un truc qui, d'une certaine manière, nous fait un peu peur, parce que historiquement et sociétalement, c'est pas nous qui étions aux manettes de ça, et l'argent était plutôt associé au masculin et tout, et donc d'apprendre, de démystifier ce que c'est que de gagner de l'argent, combien, de le gérer, de ça, c'est très décomplexant. Et ça libère de beaucoup de choses, et donc aujourd'hui, ce qui est super, c'est qu'il y a beaucoup de podcasts notamment, hein, qui existent, comme le tien, richissime. Il y en a d'autres, hein, qui ont des angles en plus un peu différents. Je pense à Thune, je pense à My Bento Budget. Enfin, il y en a plein qui existent, des comptes Instagram aussi.
Et puis, enfin moi je sais que j'aime bien le format podcast, donc ça peut être l'occasion de se nourrir beaucoup à ce niveau-là. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup aidée, qui est un livre qui s'appelle de Philippe Geffroy. Philippe Geffroy, et le nom du livre, de toute façon il en a écrit qu'un sur l'argent, donc voilà, mais c'est un nom que je vais te retrouver tout de suite, parce que du coup sinon ça va être je ne connais pas. Écoute, je vais peut-être l'ajouter dans mon Amazon. Voilà, soignez vos problèmes d'argent. Okay. Soignez vos problèmes d'argent. Tu t'es fait accompagner ou coacher, toi, sur ces sujets ? Eh ben, j'ai fait justement une séance de coaching avec ce fameux Philippe Geffroy, qui a écrit ce bouquin qui s'appelle Soigner vos problèmes d'argent. Et on avait fait d'ailleurs une séance commune avec Béatrice, mon associée. À l'époque, et c'était vraiment voilà, c'était et d'ailleurs une partie des exercices qu'on propose dans le programme Fais le bilan, ou dans l'atelier que j'évoquais là pour apprendre à gérer sa peur financière, et dont le prochain est le 14 février, sont issus ou inspirés de ce bouquin de Philippe Geffroy, et des exercices qu'on avait pu faire avec lui quand on avait été le voir avec mon associé. Mais oui, je pense que ça peut vraiment valoir le coup d'investir du temps, pourquoi pas un peu d'argent, en se faisant coacher sur le sujet, ou en faisant des petits programmes un programme de formation, enfin voilà, avec tout ce que toi par exemple tu proposes, Delphine, dans ton écosystème. Je pense que ça vaut vraiment le coup, et que apprendre, se former sur ces sujets-là, comme je disais, hein, c'est se décomplexer, c'est se libérer, et c'est reprendre le pouvoir sur une partie de sa vie aussi. Voilà, vraiment. Moi, je crois, et pourtant, je fais partie de ceux qui à base disent l'argent c'est pas important, l'argent là, mais justement, si on veut le mettre au bon endroit, comme un moyen au service de quelque chose de plus grand, ça nécessite souvent de déconstruire pas mal de choses, et voilà, et de se former et d'apprendre. Il faut vraiment vraiment pas hésiter à le faire, c'est très très libératoire. J'allais dire merci, mais non, c'était pas tout à fait ma dernière question. Mais j'aime le message que tu viens de porter, parce que c'est mon message aussi. Mais je pense sincèrement que, voilà, comme toi, et c'est ma mission au quotidien, mais se former et se former sur des savoirs qui soient accessibles, et travailler sa relation à l'argent, les deux, ouais. C'est libérateur, effectivement. Ça peut changer une trajectoire de vie. Ça peut réellement changer une trajectoire de vie, parce que quoi que vous entrepreniez, ce pilier-là, il est sain, il est géré, il est dépollué, il est déconstruit, et c'est une base saine sur laquelle on peut construire quoi que vous ayez envie de construire dans votre vie. Et ça n'a pas forcément à voir avec l'entrepreneuriat d'ailleurs. Quelle est la dépense de moins de 100 € qui a été la plus impactante dans ta vie récemment ? Question génial cette question. Franchement, je te répondrai forcément, je pense, un livre, parce que c'est faut que je change de question, tout le monde te dit un livre, c'est vrai, mais non, mais en même temps il faut que je change l'intitulé de ma question, parce que pour moins de 100 €, le plus d'impact, ouais, pour tout le monde, c'est un livre en fait. Mais en vrai, ouais, et en même temps c'est génial que pour tout le monde ce soit un livre, je trouve. Ouais. En vrai, quand tu y penses. Et ça me fait penser que moi, je me réjouis de voir qu'avec le Covid, les ventes de livres ont augmenté en flèche et tout. Mais bien sûr, les livres, c'est là. Hein, ça a été quel livre pour toi récemment ? Même si ça n'a pas un lien avec le sujet de notre conversation. Et puis, ça peut être une fiction aussi. Un très récent que je viens de lire. Alors, j'en ai un qui me vient là, mais alors qui n'a rien à voir avec... Enfin, encore que. J'allais dire qui n'a rien à voir avec la choucroute. mais en même temps, comme on a quand même beaucoup parlé de rapports un peu différenciés hommes-femmes à ces sujets du switch, au sujet de la reconversion. Là, moi, je viens de finir le dernier bouquin de Mona Chollet, qui s'appelle Réinventer l'amour, et sur comment le patriarcat influence les relations hétérosexuelles. Et c'est passionnant.
C'est vraiment passionnant. Je le recommande à tout le monde et ça intéressera autant les hommes que les femmes. Et moi, ça a enclenché beaucoup de réflexions pour moi. Et d'ailleurs, et ça, c'est ce bouquin qui en plus, parce que tu sais, souvent dans la vie, je sais pas, il y a un truc de synchronicité, puis quand tu commences à t'intéresser à un sujet, il y a plein de choses qui viennent à toi, mais et puis en parallèle, je suis une newsletter que j'aime bien, que tu connais peut-être, Delphine, qui s'appelle Vive, qui s'est lancée il y a pas très longtemps, Vive au pluriel. Et là qui s'adresse aux femmes en l'occurrence, hein, et qui parle beaucoup du sujet justement des femmes et du rapport à l'argent, de la différence avec les hommes et tout. Et voilà, le combo des deux m'a fait bouger sur beaucoup de sujets. Et en fait, en parlant, quand je commençais à te dire ça n'a rien à voir avec ce qu'on se dit, je pense que si, en fait, ça a totalement à voir avec ce qu'on se dit, et que ce sujet de l'argent est un sujet qui est central aujourd'hui dans nos vies et dans notre société, et avec lequel il faudrait qu'on arrive à construire un rapport complètement différent. Et ça passe, entre autres, par le fait d'interroger aussi notre modèle de relation homme-femme, le modèle patriarcal. En fait, tous ces sujets-là, ils sont liés. Merci Clara. Eh ben, merci à toi Delphine. Donc, mes auditeurs peuvent te retrouver sur switchcollective.com. Et donc, tu parlais d'un atelier sur la déconstruction des peurs financières liées au Switch. Et c'est le jour de la Saint-Valentin, vous pouvez pas vous tromper. 14 février, et donc on va sur le site switchcollective.com, rubrique agenda, tu m'as dit, et on peut retrouver cet atelier, s'y inscrire, c'est gratuit, et il va y en avoir d'autres régulièrement. Exactement, il va y en avoir d'autres régulièrement. Plus tard. Et on va un petit dossier là qui va sortir aussi, un petit dossier écrit sur lequel vous retrouverez plein de conseils, plein de témoignages d'anciens switchers, plein d'avis d'experts, dont celui de Delphine évidemment, et plein de ressources, de livres et de podcasts aussi qui peuvent vous aider sur ces sujets. En premier lieu, évidemment, là encore, richissime. Donc ouais. Toutes ces deux petites ressources qui, j'espère, pourront être utiles à celles et ceux qui ont envie d'avancer sur ces sujets-là. Merci Clara. Merci Bonne beaucoup journée Delphine. à tous les auditeurs. Merci à ciao, toi. ciao. Salut. Merci à vous tous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout, j'ai un truc à vous dire. Peut-être que comme moi, vous écoutez les épisodes en conduisant ou en faisant du sport ou en cuisinant, ce qui ne rend pas évident la prise de notes. Et vous ne prenez pas le temps non plus à la fin de chaque épisode ou quand vous arrivez chez vous ou quand vous êtes au calme, de prendre un papier, un crayon et de noter ce que vous retenez d'un épisode qui serait pourtant bien utile car la plupart de ce que vous entendez dans un épisode, vous l'oubliez en moins d'une semaine. D'autant que quand il s'agit d'argent, vous n'avez peut-être pas dans votre entourage cette personne ou ces personnes à qui vous pouvez raconter ce que vous avez entendu et échanger pendant des heures sur ces thématiques, ce qui vous permettrait d'ancrer les choses que vous avez entendues et les apprentissages que vous avez faits. C'est à partir de ce constat que j'ai créé le podcast club de Richissime. Tous les 15 jours, on se retrouve sur Zoom pour des discussions riches et profondes à propos des thèmes des derniers épisodes du podcast. C'est une manière de créer des liens forts avec des gens qui partagent vos centres d'intérêt, d'approfondir vos apprentissages et même d'augmenter vos chances de passer à l'action. C'est pas beau ça ? Le podcast club, c'est 27 € par mois sans engagement. Vous pouvez arrêter quand vous voulez pour intégrer la communauté et le savoir. Pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur richissime.net. Vous allez dans la rubrique Mes programmes ou alors vous allez sur Instagram. C'est Richissime Podcast tout simplement. À très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.